Les élèves de la 12e année baccalauréat option BIOF, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie de la leçon de chimie, qui est le suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de réaction. Dans la partie précédente, on a vu ce que c'est le suivi temporel d'une transformation et les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour suivre ces transformations et que ces méthodes-là aboutissent à tracer une courbe de l'avancement en fonction du temps qui va nous permettre donc de suivre l'évolution de cette transformation. Donc, on va voir dans cette partie-là, partie 2, ce que c'est la vitesse de la réaction et le temps de demi-réaction. On va commencer par la vitesse de réaction. Donc, c'est quoi une vitesse de réaction, ou plutôt une vitesse volumique de réaction? On la définit par la relation suivante, V égale 1 sur V, d de x sur d de t. C'est quoi dx? C'est l'accroissement de l'avancement x en mol. Et d de t, c'est l'accroissement du temps t en secondes, en minutes ou en heures. Donc V, grand V plutôt, c'est le volume du mélange réactionnel en litres ou en mètres cubes. Donc dx, comme on l'a vu, c'est l'accroissement, c'est la variation de x. C'est la variation de x sur la variation du temps. Donc on voit que la vitesse volumique de réaction ressemble un petit peu à la vitesse qu'on a vu dans le cas du mouvement, qui est la durée traversée par un mobile sur, plutôt la distance parcourue par un mobile sur la durée mise pour parcourir ces distances. Donc c'est presque la même chose, c'est la variation de l'avancement de combien il varie sur d de t qu'on divise par grand V. Donc l'unité de la vitesse de réaction, volumique de réaction dans le système international, c'est le mol fois mètre moins 3 fois seconde moins 1. On a aussi le mol fois litre moins 1 fois seconde moins 1. On peut aussi utiliser le mol fois litre moins 1 fois minute moins 1. Et on peut aussi utiliser mol fois litre moins 1 fois heure moins 1. Donc ici on voit donc qu'on peut utiliser heure si on a des transformations qui sont très lentes, qui durent 10 heures. Il y a aussi des réactions qui durent 10 minutes, etc. Donc on va prendre ici l'exemple de plutôt le suivi par titrage de la formation de diodes qu'on a vu précédemment. On a trouvé que X, l'avancement, c'est aussi la quantité de matière de I2 au cours du temps. C'est égal à la concentration I2 fois V. Donc si on remplace X par sa valeur dans la relation suivante, on va trouver ici D de I2 fois V sur D de T. Donc cette expression, c'est comme la dérivée. Donc c'est la dérivée de I2 fois V sur D de T. Et comme V c'est une constante, grand V, on va la faire ressortir ici. On va trouver donc ici V sur V. Donc ici on va trouver 1 fois d de I2 sur d de T. C'est donc là une autre écriture pour la vitesse volumique de réaction. C'est la dérivée de la concentration de I2 sur d de T. Comment est-ce qu'on détermine donc la vitesse de réaction? On la détermine à partir bien sûr du graphe de x égale à f de t. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule le coefficient directeur A. De quoi? De la tangente à la courbe à un instant t. Et on le divise par le volume V.
Donc, on prend un instant t quelconque et on va calculer cette vitesse, par exemple, pour cet instant. On va voir un exemple du même activité du suivi par titrage de la formation de diodes. On a trouvé la courbe suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple l'instant t égale à 10 minutes. On va tracer donc la tangente à la courbe en ce point-là. On va calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc, on va prendre deux points. Par exemple, on va prendre deux couples de points. Donc, on va prendre 0. Ici, on a à peu près 0,8. Donc, 0, 0,8 et 20, 2. Et on va donc calculer le coefficient directeur qui est donc 20 moins 0 sur 2 moins 0,7, à peu près 0,7, 0,8, donc 0, on va prendre 0,7. Ça donne donc 20 sur 1,3 qui est égal à 15,38 millimoles par minute moins 1. Et pour le volume du mélange réactionnel, on avait donc 100 millilitres. Pour vérifier, je vais vous laisser donc le lien de la vidéo de la partie 1 pour voir les données de l'activité. Donc, par conséquent, on a donc V à l'instant T égale à 10 minutes, c'est 0,154 mol. On va convertir bien sûr ici en litres, ici en mol. Donc, mol fois litre moins 1, minute moins 1. Donc, voilà donc la façon de calculer la vitesse de réaction. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour la vitesse de réaction avec le temps. Est-ce qu'il diminue ou est-ce qu'il augmente? Donc, on observe donc le graphe ci-contre. On voit ici donc le graphe. Voilà le graphe. Le coefficient directeur, il diminue donc avec le temps. Vous voyez ici donc, à l'instant t, t0 est égal à 0. À l'instant t1, à l'instant t2, on voit donc que le coefficient directeur, il diminue avec le temps. Puisque le volume il est constant et puisque le coefficient directeur diminue, donc la vitesse V aussi diminue au cours du temps. Donc, toujours, il faut se souvenir que la vitesse de réaction diminue au cours du temps. Maintenant, on va passer au temps de demi-réaction T1,5. C'est quoi le temps de demi-réaction? C'est le temps de demi-réaction T1,5 d'un système chimique. C'est la durée nécessaire pour que l'avancement parvienne à la moitié de sa valeur finale. Donc, quand l'avancement est égal à la moitié de T de XF, donc l'abscisse correspondant donc à ce point-là, à XF sur 2, c'est T1,5. Dans ce cas-là, on a X dans T1,5, c'est XF sur 2, voilà. Et si la transformation est totale, alors quand la transformation est totale, on a X final est égal à X max. C'est-à-dire X final qu'on a dans l'expérience X expérimentale, c'est X final, est égal à X max, c'est-à-dire X théorique, qu'on aurait si la transformation est totale. Quand si la transformation est totale, c'est-à-dire XF égale à X max, on aura donc X de T1,5, c'est X max sur 2. On va prendre un exemple d'application. Voilà, donc on va revenir à la courbe du suivi par titrage qu'on a trouvé. On va donc déterminer T1,5 pour cette réaction. Donc on a X final ici, c'est 2. Donc T1,5 c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc voilà
Voilà donc xf sur 2. Donc l'abscisse qui correspond à xf sur 2, c'est-à-dire à 1, c'est ce point-là, c'est T1,5. Et si on calcule, on cherche cette valeur, on a donc ici combien? Donc on a ici 5. C'est donc T1,5, c'est égal à 6 minutes. C'est le temps de demi-réaction. Maintenant, quels sont les facteurs qui influent sur la vitesse volumique de réaction? On va voir tout d'abord la température. Avant de passer à voir comment la température agit sur la vitesse, on a déjà vu ce qu'on appelait les facteurs cinétiques. On a cité la température et la concentration. On a dit que quand la température augmente, la vitesse augmente. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc voilà, on a ici donc deux températures différentes pour un système chimique, θ2 et θ1. On a θ1 est supérieur à θ2. Voilà, θ1 donc supérieur à θ2. Et vous voyez donc quand la température augmente, voilà, donc la vitesse augmente. Donc c'est on a donc retrouvé les mêmes résultats qu'on avait vu dans le cas des facteurs cinétiques. Donc une augmentation de température, c'est-à-dire θ1 supérieur à θ2, a pour effet d'augmenter la vitesse de réaction, c'est-à-dire V1 supérieur à V2. Mais ça n'affecte pas la valeur de l'avancement x final. Donc l'avancement x final ne change pas, elle reste le même si on augmente la température. Ce qui change, c'est la vitesse. Le deuxième facteur, c'est la concentration initiale des réactifs. Donc, voyons ici. Donc, on va voir, comme tout à l'heure, donc, deux courbes pour deux concentrations différentes. On a, pour la concentration I-0,1 et I-0,2. Ici, on a toujours pris le cas de la réaction entre l'iodure de potassium et l'eau oxygénée. On a utilisé le suivi par titrage qui a donné la formation de d'iode. Donc on a, puisqu'on parle des concentrations initiales, donc I-, pour le cas de I-, on a la vitesse V01 à l'instant t égale à 0. Pour le cas de I-0,2, on a pris donc V02. Donc la concentration I0 et 0,1 est supérieure à I-0,2. Donc la vitesse aussi va être supérieure. Donc la vitesse de réaction augmente. Donc V1 supérieur à V2 quand la concentration initiale des réactifs augmente. Donc c'est ce qu'on a déjà dit. Donc I0,1 supérieur à I-0,1 supérieur à I-0,2, donc V1 supérieur à V2. La température et la concentration sont tous les deux des facteurs cinétiques qui font augmenter donc la vitesse de réaction. Un dernier paragraphe qui est consacré aux branches sciences maths et sciences physiques, c'est l'interprétation microscopique donc de la vitesse de réaction et des facteurs cinétiques. Donc on va prendre en général deux entités A2 et B2. Donc c'est quoi qui fait que ces deux entités se transforment, c'est-à-dire subissent une transformation chimique? C'est les multiples chocs entre ces entités.
ce sont eux qui sont à l'origine de leur transformation en molécules AB. Donc A2 plus B2 donne 2AB. Pour qu'un choc soit efficace, donc pour que ce choc-là conduit à une transformation chimique, c'est-à-dire pour qu'il y ait apparition de molécules AB, il faut casser les liaisons AA et la liaison BB pour qu'il y ait formation de deux liaisons AB. S'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de formation de liaison. Et cette cassure-là nécessite un apport d'énergie, c'est-à-dire il faut donner de l'énergie à ces deux molécules pour qu'il y ait un choc et par conséquent pour qu'il y ait une transformation chimique. On a maintenant deux molécules, donc comme on a dit A2 et B2. Donc on va voir le choc entre ces deux molécules, est-ce qu'il est donc efficace ou non. Donc voilà, on voit donc que les molécules n'ont pas réagi entre eux, c'est-à-dire que ce choc-là, c'est un choc qui est non efficace. Les molécules restaient comme ils étaient au début, à l'état initial. Pour qu'il y ait donc un choc efficace, on va voir ici, les mêmes molécules A2 et B2. Donc, on va voir dans le cas du choc efficace, qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a donc formation de deux molécules AB. Voilà. AB, donc, dans ce cas-là, le choc est efficace. Donc, un choc efficace, c'est un choc qui conduit à la formation de molécules AB. On va maintenant expliquer ça par les facteurs cinétiques. Donc, la vitesse de réaction et facteurs cinétiques. Donc, influence de la concentration initiale. Plus le nombre d'entités réactives est grand, la concentration, cela veut dire que le nombre d'entités réactives est grand. Donc, plus la fréquence des chocs efficaces est grande. Bien sûr, il y aura beaucoup d'entités qui vont être choquées entre eux, et par conséquent, la transformation sera plus rapide. Le nombre d'entités relatives est proportionnel à la concentration de ces entités. Donc, la concentration fait que il y a plus de chocs efficaces. Maintenant, l'influence de la température. Plus la température est élevée, qu'est-ce qu'il fait le fait que la température est élevée? C'est l'augmentation de l'agitation thermique. L'agitation thermique entre les entités. Donc, la fréquence des chocs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter, elle va devenir plus grande et la transformation sera plus rapide. Donc, la vitesse de réaction augmente. Donc, c'est comme ça qu'on explique microscopiquement donc la vitesse de réaction, comment il est affecté par la concentration initiale et la température. Donc c'est en général le contenu de ce chapitre. J'ai fini donc cette partie-là. Et j'espère vous retrouver une autre fois pour une autre vidéo. Et à très bientôt.